Donc, de Archéo Coffre version 4, aujourd'hui on va parler de Cthulhu dans les années 90. Pourquoi? Parce que Chaosium s'est rendu compte dans les années 90 qu'ils avaient des concurrents au niveau de l'horreur et qu'eux faisaient de l'horreur contemporaine, qui était beaucoup plus facile à faire jouer, comme Chill par exemple, que Cthulhu. Donc, quand il fait, ils ont décidé de transposer à la sauce contemporaine de leur époque, donc dans les années 90, le mythe de Cthulhu, avec des bons et des mauvais côtés. Les mauvais côtés, c'est l'étape des armes à feu. Clairement, c'est pas top. Ça donne l'illusion aux investigateurs qui vont peut-être avoir une chance. Bon, grosse marade. La médecine légale encore. Mais bon, pour ce qui est des localisations, des blessures, bon, laissons tomber. Par contre, les aventures, elles étaient très bien. La cité des abysses, c'était un huis clos dans un sous-marin à la recherche d'une cité engloutie. Ça, on l'a déjà vu peut-être un petit peu. Mais ensuite, on passe à des trucs vraiment très bien, qui étaient Songe Funeste. C'était un laboratoire de recherche dans le Colorado qui faisait des expérimentations sur les rêves. Et petit à petit, ces rêves prenaient forme. Et il y avait donc dans ce petit laboratoire perdu dans le Colorado, dans une vallée inconnue, une villa où des expériences étaient menées. Et petit à petit, ces rêves prenaient forme, et prenaient des formes, eh bien, se basaient sur la psyché du mythe, et petit à petit avaient pris le contrôle des gens qui étaient à l'intérieur du centre de recherche. Heureusement, nous avions des survivalistes pour nous aider, des survivalistes qui étaient aptes à la gâchette. Donc vous voyez les créations que pouvaient arriver. Très bien, très très bon, très très bon. Avec un peu de science mais pas trop, très bien. Ensuite, La Terreur tombée du ciel. Alors là, un chef-d'œuvre. Si vous avez aimé la NASA, si vous aimez les délires sur les stations spatiales, il faut vous la voir parce qu'en fait, ce qui se passe, vous êtes dans une petite ville au fin fond des États-Unis. Là, la navette spatiale se crache. Pourquoi? Eh bien, on va le savoir petit à petit. C'est qu'elle a quelqu'un à l'intérieur. Ça, c'est pas nouveau. Et que justement, la ville qui a reçu la navette sur la gueule va se retrouver en quarantaine. Bon, c'est du classique, mais c'est la première fois où c'était mis en place. Donc bon, respect. Ensuite, on avait les Stars du Mal. Alors là, fan de métal, c'est à vous. Un groupe de métal qui laisse derrière lui des sacrifices, ou tout du moins des jeunes filles assassinées par des zélateurs. Voilà, ça, excellent. Pareil, ça fleure bon les années 80. Bon Jovi, si Bon Jovi était un adorateur des grands anciens, c'est excellent. Donc ensuite, les assos sont propices, recueil de scénarios, qui lui était beaucoup plus dark, j'ai trouvé, où on parlait de drogue. C'est la première fois où je voyais dans un jeu de rôle à l'époque, où on parlait clairement de drogue, des effets des drogues sur les ados qui petit à petit devenaient soumis à la puissance du mythe. Il y avait là-dedans, il y avait vraiment de très bons scénarios. La Backdraft, si vous avez vu le film Backdraft, c'est exactement pareil. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand une personne à San Francisco se retrouve à être adorateur d'un vampire de feu. Bon ben voilà ce qui va se passer. Donc je vous laisse imaginer. Bon, là c'est vraiment le délire, il y est.
Ensuite, les professionnels. Les professionnels, un gros délire sur une politicienne, politicienne dans les années 90. Qu'est-ce qu'elle a à cacher? Et elle a beaucoup de choses à cacher. Bon, on va dire que c'est quand même un scénar assez touffu. Celui-là, les divinités fractales, le premier délire sur les ordinateurs, où quand on crée des fractales, c'est-à-dire des fonds d'écran qui se régénèrent via une IA, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que malheureusement, ces fractales font des appels et commencent à faire appel à des entités qui sont extérieures, voilà, et ouvrent des portes, voilà, tout simplement. Enfin, on avait les portes du délire. Alors, celui-là, c'était sur, oui, l'usage de drogue, encore une fois. Et la musique des sphères, qu'est-ce qui se passe quand on se rend compte que dans un centre spatial, enfin dans un centre de recherche spatiale qui a donc la musique des sphères, qui a toutes ces coupoles dirigées vers l'espace et qui se rend compte que une planète leur répond. Mais pas les habitants de la planète, qu'elle émet un son, une musique. Que va-t-il se passer? Il se passe pas des trucs très sympas. Maintenant là on passe au bloc ou The Block des années 90, Delta Green. Qu'est-ce que Delta Green? C'est la création d'un éditeur qui n'existe plus, Pagan Publishing, avec des créateurs de l'époque qui n'ont plus donné de signe de vie également. Sauf si vous faites le coup de Wayback Machine sur internet, vous retrouverez, je vous y invite, le site de Pagan Publishing avec de nombreux romans, de nombreuses nouvelles, des aides de jeu pour Delta Green. Voilà, tout simplement. Mais Delta Green, apparemment, n'existe plus hors cet éditeur. Donc qu'est-ce que c'est Delta Green? C'est X-Files à la sauce Cthulhu. Mais un X-Files qui est beaucoup plus noir. Il y avait beaucoup d'impact avec de nombreux protagonistes. Et on va dire que la trame se rejoint. C'est-à-dire on a en face c'est comme dans X-Files, c'est-à-dire l'État américain cache beaucoup de choses, fait des pactes, fait des alliances avec des puissances extraterrestres. Mais là, c'est la même chose. Delta Green, d'où ça vient? Delta Green, c'est quoi en fait? Moi, je l'ai connu dans les années 90, un petit délire, j'avais vu un petit encart par-ci par-là, j'étais tombé ensuite sur ce site, et au début, c'était vraiment des nouvelles, c'était des jeux de jeux, et ça venait d'un magazine qui s'appelait Unspeakable Oath, donc c'était le serment non parle, je sais pas comment le dire, et donc ce magazine parlait justement de l'application de X-Files, ou du moins d'une agence qui serait dédiée à la lutte contre les grands anciens. D'où cette agence a été créée. Cette agence a été créée, c'était la P-Division. La P-Division, elle a été créée lorsque les agents du FBI, du Trésor d'État et l'armée et la Navy sont allés envahir Innsmouth et essayer d'en sortir donc les profonds. À la suite de ça, le J. Edgar Hoover, donc le directeur du FBI, ainsi que certains généraux, ont décidé de mettre en place une division P, la division P, qui allait devenir plus tard Delta Green, qui était chargée d'enquêter sur l'occulte et de combattre l'occulte. Donc c'était à la base des agents du FBI, des enquêteurs qui avaient participé à Innsmouth. C'était des officiers de la Navy ainsi que des soldats qui étaient là pour faire cette division. Donc la première chose qu'elle a faite, c'est d'aller chasser le profond sur les côtes du Massachusetts. Ça, c'est la première action qu'elle a faite. Ensuite, petit à petit, elle s'est intéressée, et ça pendant les années 30 et jusqu'aux années 40, sur quoi? Sur les nazis, qui faisaient aussi des recherches occultes. Ces recherches occultes, c'était la Abwehr, qui était donc un service SS qui était dédié aux recherches occultes, qui était tenu par Himmler, et ce service est devenu la Karotechia. Donc Delta Green, donc avec l'implication des États-Unis, s'est intégré dans l'effort de guerre en combattant la Karotechia, qui elle était partie sur des recherches beaucoup plus maléfiques et à faire, par exemple, des massacres avec des morts vivants, en essayant de faire des pactes avec des êtres de l'au-delà. Bon, avec pas beaucoup d'effets. Voilà. À la fin de la guerre, Delta Green en est ressorti musclé, et avec donc la guerre froide, elle a reçu beaucoup de fonds.
Le problème, c'est que petit à petit, Delta Green est devenu un peu trop gros. Cette conspiration a cru avoir trop de pouvoir et en 1968, lors de la guerre du Vietnam où justement elle a dû intervenir contre le peuple Cho-Cho, c'était des adorateurs cultistes au Cambodge. Lors d'une action, 2 bataillons de Marines ont été liquidés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a été décidé, c'est Delta Green était fini. C'est devenu, du coup, pendant longtemps, une conspiration, on dira, un service où les gens se retrouvaient par cellules de 3 pour aller combattre le mythe, et ça de façon autonome. C'était devenu les années cow-boy, on appelait ça. Et maintenant, donc, dans les années 90, Delta Green est devenu de nouveau une agence, mais non officielle, qui permet de contrer le mythe. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe en face? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons MJ12, Majestic 12. Majestic 12, c'est quoi? C'est en fait une partie de l'armée qui a fait un pacte avec les aliens et utilise la technologie alien en croyant que c'est des petits gris, alors que ça n'est pas, contre, pour tenir le monde, pour essayer de se dire, bon ben voilà, on va l'utiliser, et petit à petit, cette agence a été complètement phagocytée par la technologie alien. Ensuite, on avait donc la Karotekia, puisque les nazis, quoi qu'il arrive, ça revient toujours. Et cette Karotekia est encore à de nombreuses missions, et est encore active en Amérique du Sud, entre autres, avec des SS qui n'ont pas encore trop bien vieilli. Enfin, nous avons Saucer Watch. Saucer Watch est une petite équipe d'enquêteurs sur les ovnis. On va leur arriver Et enfin, nous avons un truc fabuleux qui est The Fate, la destinée. La destinée, c'est un culte qui se trouve en plein New York, dans une boîte de nuit de Manhattan, qui est tenue on ne sait pas par qui, on ne sait pas par quoi, et qui a des ramifications dans tous les États-Unis. Avec c'est une conspiration qui est tenue on ne sait pas par qui, mais on saura un moment. Et cette conspiration où chaque cultiste ne sait même pas qu'il fait partie d'un culte, c'est ça qui est énorme. C'est-à-dire il rend juste des services. Et petit à petit, ces services vont mettre en place toute une conspiration qui peut durer sur des années. Voilà. Donc, sinon, on a des scénarios également. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien. Dont un qui permet de voir les effets des expérimentations des créatures extraterrestres sur la population d'une petite ville des États-Unis qui va être rayée de la carte. Mais on ne le saura pas. Voilà pour Delta Green. Donc, ensuite, ça c'était les États-Unis. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On dit, au niveau du monde, qu'est-ce qui se passe au niveau du monde? Delta Green Countdown. Là, on passe au level supérieur en disant quels sont tous les groupes, ou tout du moins quelques autres groupes, qui eux aussi, soit sont des cultes, soit travaillent contre le mythe. Donc on a par exemple P6. P6, c'est l'équivalent de Delta Green, mais en Angleterre. Le souci, c'est qu'elle a été infiltrée. Voilà, tout simplement. Voilà ce qui se passe. C'est dans une forêt, les agents ont été infiltrés et compromis. Voilà. Le terme, c'est les agents ont été compromis. Et qu'est-ce qui se passe quand toute une agence est compromise? On le verra bien. On a le GRU SV8. GRU SV8, c'est une agence qui a été du KGB, ou tout du moins du GRU, qui a été créée pour lutter contre les abominations de la Karotekia pendant le siège de Leningrad, donc, qui a été plutôt créée pour lutter contre les ghouls générés par la famille et les morts vivants, et qui petit à petit aura des liens avec Delta Green, puisqu'il y a certains agents de Delta Green qui vont se retrouver impliqués en Sibérie avec des agents du GRU. Le Man from Uncle, si vous voulez. Les Skopsi, c'est une secte d'Europe de l'Est qui adore Shub-Niggurath et qui a certains rites plutôt dégoûtants.
Le groupe Outlook, c'est que font les agents qui sont trop impliqués dans leur travail de Majesty 12. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Des rats de laboratoire, tout simplement. Phénomène X, c'est quoi? C'est la suite de Saucer Watch. C'est une chaîne, donc on commence à avoir donc une chaîne YouTube, ou tout du moins des premières chaînes YouTube, où ce sont des illuminés qui ont fait, dans un des scénars qui est ici, se sont rendus compte que les extraterrestres existaient, et maintenant ils se sont mis en tête donc de le prouver, avec beaucoup de soucis et beaucoup de pertes. Tiger Transit, si vous connaissez Air America, vous savez que la CIA a trempé dans le trafic de drogue au Cambodge. Ben voilà ses effets, voilà ce qui se passe ensuite quand on a trop joué avec le diable. Ah, celle-là j'aime bien. Les gardiens de la foi. Les gardiens de la foi, c'est un... En fait, si vous avez vu Shud, un film d'horreur où des vagabonds se transforment petit à petit en monstres dans les égouts de New York, c'est ça. Ce sont les égouts de New York où petit à petit un culte de ghouls va s'installer et va prendre dans les vagabonds qui vivent dans le métro. Et bien ces vagabonds petit à petit vont se rendre compte que leur vie peut se vivre comme ça. Enfin, nous avons le mythe d'Astur. Là, gros délire. Tout a été revu sur le mythe d'Astur. Qu'est-ce que Astur? L'Astur, c'est l'entropie, c'est le chaos. Rien que sa présence, ça engendre, donc c'est vraiment ça engendre du chaos, ça engendre des radiations de mal. Et donc ce mythe, enfin tout du moins cette Astur peut être vu juste en lisant la pièce Le Roi en jaune. Et c'est dans Night Force que cette pièce est lue dans un immeuble, et là on va penser à Archive 51 ou Archive 21, la série de Netflix, où en fait tout un immeuble petit à petit va être pris dans une autre dimension, dans un autre portail, et à côté de Carcosa. À côté de Carcosa, c'est la ville d'Astur, et des artistes vont se retrouver petit à petit embringués dans ce culte. Voilà, de très bons scénars également, mais très dur à faire jouer, je vous l'avoue. Je voudrais remercier donc toutes les personnes qui commencent à me regarder, et leur dire que le prochain épisode, on va faire une petite visite dans Arkham. Donc merci à vous de m'avoir regardé. Bonne soirée.